Bonjour tout le monde et merci d'être là. Aujourd'hui, on parle de nos jeunes. On vous souhaite un bon été d'abord. Nous, on en passe un pas pire, puis on espère que c'est la même chose pour vous. Et puis, aujourd'hui, on va vous parler de nos jeunes, de nos enfants, de nos jeunes et surtout de ceux qui connaissent peut-être une vie plus difficile. On en parle avec la directrice de la protection de la jeunesse pour Chaudière-Appalaches, Mme Caroline Brown. Bonjour, Madame. Bonjour, ça me fait plaisir. Bonjour. La première chose que j'ai envie de vous demander, c'est en quoi ça consiste au juste? Parce qu'on entend parler de la direction de la protection de la jeunesse là, quand il y a des cas un peu là, litigieux qui paraissent aux nouvelles, mais qu'est-ce que vous faites là, globalement? C'est quoi votre travail? Là? Bien, travailler à la protection de la jeunesse, c'est d'abord être là pour protéger les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, on peut signaler à la direction de la protection de la jeunesse des situations d'enfants qui vivent la négligence, que ce soit au niveau des logements, au niveau de physique, au niveau de la santé mentale des parents, de la toxicomanie, les troubles de comportement chez des jeunes, des enfants qui sont abusés sexuellement, des enfants qui sont abusés physiquement. C'est les raisons pour lesquelles le DPJ peut intervenir dans la vie des gens. OK. Puis vous, une fois qu'on intervient comme ça, qu'est-ce que vous faites, là, vous? Nous, dans le fond, on va d'abord prendre, quand quelqu'un fait un signalement au téléphone, on va d'abord prendre le signalement au téléphone. On va faire une cueillette d'informations. On va aller chercher l'information le plus possible auprès de la famille, auprès de l'école, auprès des médecins, auprès d'un voisin, d'un grand-parent. On va faire vraiment une cueillette d'informations. Et si c'est nécessaire qu'on intervienne dans la vie d'un enfant, on va procéder à une évaluation qu'on appelle. On va aller là rencontrer les parents, rencontrer les enfants et faire une évaluation complète. Et on va proposer de l'aide aux parents s'ils acceptent. On va les référer dans tous les beaux services qui existent là un peu partout. Puis s'ils n'acceptent pas et qu'on considère que cet enfant-là a besoin de protection, on va demeurer dans la vie. Cet enfant-là, on appelle ça la prise en charge là, du DPJ. On peut rester là 1 an, 2 ans, puis on peut rester là jusqu'à la majorité d'un enfant. OK. Ça peut aller, parce que c'est souvent de ça qu'on entend parler, là, ça peut aller jusqu'au fait de retirer un enfant de sa famille. C'est pas dans la majorité des cas, j'imagine? Ou... Non, c'est pas la majorité des cas. 60% des situations des enfants là, demeurent dans leur milieu familial. C'est le but de la loi, hein, c'est de maintenir l'enfant le plus possible dans leur milieu. Fait que dans les autres cas, oui, ça arrive des fois qu'on est obligé de retirer temporairement les enfants de leur milieu, le temps que le parent va chercher ses services. Par exemple, si c'est un parent qui a un problème de toxicomanie, il y en a qui vont en désintox, donc ils vont aller chercher des services, puis un coup qu'ils vont être rétablis, on va pouvoir retourner l'enfant dans son milieu. Puis à ce moment-là, vous trouvez une famille d'accueil pour l'enfant, j'imagine, puis vous supervisez ça. Là. La première étape, c'est de regarder dans son environnement. Okay. Grands-parents, oncles, tantes, amis, quelqu'un qui est significatif pour l'enfant. Par la suite, s'il n'y a pas personne dans son milieu, là, oui, on a un réseau de familles d'accueil possible pour eux. OK. Puis vous avez aussi un mandat là, auprès des jeunes contrevenants, là, je le sais, puis je le sais surtout parce que j'ai vu dans le communiqué que vous insistiez là-dessus là, particulièrement cette année. Qu'est-ce que vous faites pour les jeunes contrevenants? Oui, la loi sur les jeunes contrevenants est là pour les jeunes qui font des délits. C'est des jeunes qui sont âgés aussi entre 12 et 18 ans. Qu'est-ce qu'on fait? C'est on va évaluer la notion, le délit que le jeune a fait, premièrement, puis par la suite, on va lui donner une sanction. La sanction qui est à la hauteur de la gravité du délit qu'il a posé. Quand on parle de donner une sanction, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est le tribunal? Comment ça fonctionne? Il y a 2 volets. Il y a le premier volet qui est, on peut donner une sanction comme des travaux communautaires à un jeune si c'est son premier délit, par exemple, puis il est bien soutenu par ses parents, puis c'est un jeune qui n'a pas un profil délinquant. Là, OK, mais ça peut être la DPJ directement qui donne une sanction. Là. Oui. Okay. Puis sinon, il y a la voie judiciaire, effectivement, où on peut aller au tribunal pour des délits plus graves. C'est le procureur de la Couronne à ce moment-là qui va faire un procès, qui va poursuivre le jeune. Dans le fond, il y aura un procès, puis là, c'est le juge qui va mettre les mesures qui visent à responsabiliser le jeune, puis qui visent à le réhabiliter aussi, puis à s'assurer que les délits qu'il a fait, ils ne les reproduisent plus. D'accord. Et puis ces mesures-là, ces sanctions-là, est-ce que c'est vous qui supervisez ça, si on veut? Oui, on les appelle les délégués à la jeunesse, des intervenants sociaux qui vont accompagner le jeune, qui vont accompagner les parents aussi, puis qui vont s'assurer de faire la réadaptation nécessaire auprès de ce jeune-là pour s'assurer
que les délits qu'il a commis ne se produisent plus. OK. Puis dans certains cas, les juges peuvent déterminer que cet enfant-là doit être dans ou cet adolescent-là doit être dans un milieu fermé, là, dans un milieu où il est obligé de rester. Là. Bon, ça, est-ce que c'est encore vous qui vous occupez de ça? Ou? Oui, c'est des délits les plus graves, hein, les menaces de mort, par exemple, etc. Donc, les jeunes, oui, c'est des éducateurs. On a une unité à notre centre de réadaptation qui est à Lévis, qui est une unité de garde fermée, qu'on appelle. Puis, nos jeunes qui ont une mesure un peu de détention, si on veut faire le parallèle avec l'adulte, va être là pour une période déterminée par la loi. Puis, c'est des éducateurs qui sont spécialisés, qui vont les aider à la réhabilitation puis à la réinsertion de nos jeunes dans la communauté. Oui, et puis donc, vous avez récemment remis un bilan, là, si on veut, de vos activités de la direction de la protection de la jeunesse de Chaudière-Appalaches pour la dernière année. Et puis là, on remarque une hausse des signalements. Est-ce que c'est une hausse importante? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut... est-ce que c'est significatif, si on veut? Bien, oui, dans le sens où, dans les 10 dernières années, je dirais, il y a eu une augmentation des signalements constante. La dernière année, on a eu 7 812 signalements. C'est quand même beaucoup de signalements là, pour une région comme la nôtre. Et dans la dernière année, ça représente peut-être 2 à 3 % d'augmentation. Okay. Ça peut être parce que les enfants subissent plus de mauvais traitements que par le passé, ou ça peut être parce que les gens, pas dans la même situation, vont être plus portés à signaler. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Ou? Bien, un peu des deux. Il y a plusieurs raisons. Dans le fond, oui, je pense que les gens, de façon générale, sont plus conscientisés à la protection de la jeunesse. Donc, ils font confiance au système qu'on peut faire quelque chose de la différence dans la vie d'un enfant. Donc, ça, oui, je pense que c'est mieux connu. Par contre, effectivement, il y a aussi, en Chaudière-Appalaches, en tout cas, les constats qu'on fait, c'est qu'il y a quand même des inquiétudes, puis les situations des jeunes nous préoccupent. Il y a une détérioration de la situation des enfants et des parents là, dans l'ensemble de notre région. Donc ça, c'est sûr que c'est préoccupant. Et puis parmi toute la panoplie de problèmes que peut vivre un enfant ou un adolescent, là, est-ce qu'il y en a qui vous semblent plus majeurs, que vous rencontrez plus souvent, ou bien que non, l'évolution vous inquiète? Là? Bien, les motifs pour lesquels on va retenir le plus un signalement, là, c'est dans près de 40 % c'est des situations d'abus physiques. Donc, c'est des enfants qui vivent des sévices corporels, des méthodes éducatives déraisonnables. Ça, c'est la première fois au Québec qu'on voit que c'est le motif de l'abus physique qui est le premier motif. Habituellement, depuis tous les années, là, moi, ça fait quand même longtemps que je suis là, depuis les dernières années, c'était toujours pour des motifs de négligence. Mais là, cette année, c'est pour des motifs d'abus physique. Donc, on voit qu'il y a une recrudescence un peu de la violence de façon générale, non-respect de l'autorité qui est là. Fait que ça, c'est quand même nouveau dans la dernière année. OK. Donc, justement, vous parlez de non-respect de l'autorité. Est-ce que c'est... là, je comprends, est-ce que ça fait partie, si on veut, des raisons là, qui font qu'on a plus de problèmes? Bien, oui, ça peut en faire partie, mais c'est jamais un amalgame. Tu sais, on pense dans la société en général, actuellement, là, les familles vivent plus de pression de façon générale. Hein. Il manque de personnel un peu partout au Québec, mais ça amène aussi une pression quand tu travailles. Des fois, tu dois occuper une fonction de 2 personnes en même temps. Le fait que au niveau économique, financier, le coût de la vie est beaucoup plus cher, donc ça amène un stress supplémentaire. Des fois, les parents, il faut qu'il y ait 2 travails pour être capable d'arriver puis de payer un petit peu des petites gâteries à leur famille. Donc, ça amène un certain stress, une détresse psychologique causée par la pandémie, je dirais aussi, qu'on constate autant chez les jeunes que chez les parents aussi. Des problèmes de santé mentale, là, c'est plus fréquent de la part de nos parents. OK. Et puis là, on sait, parce qu'on en entend parler évidemment dans les médias, là, qu'il y a un problème, comme ailleurs, un problème de main-d'œuvre à la DPJ. Est-ce que ça se reflète chez vous aussi en Chaudière-Appalaches? Oui, malheureusement. On voudrait bien faire bande à part là-dessus. Mais non, oui, on a effectivement des besoins. Par contre, quand je regarde l'ensemble de mes collègues là, des PJ ailleurs, on se situe quand même en bonne position. Là. Ça va quand même bien. Il manque peut-être 10 à 15 % de notre personnel en place. Il y a d'autres régions, c'est 40 %. Okay. Donc,
On parle de quel type d'emploi, de quel type de personnes qui vous manquent? Des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, des criminologues qui travaillent principalement avec nous, des techniciens en travail social, des techniciens en éducation spécialisée. C'est beaucoup là, le champ de pratique là, de nos intervenants en protection de la jeunesse. OK, puis dans tous les reportages qu'on voit, là, on entend souvent parler que c'est donc difficile à la DPJ, on manque d'emploi, on n'est pas capable de se faire à la tâche, c'est difficile psychologiquement. Est-ce que vous pensez que ça ne peut pas nuire justement à vos efforts de recrutement? Bien, c'est sûr qu'on on aimerait mieux que les bons coups passent dans les médias plus que la réalité. Il reste que le travail en protection de la jeunesse, c'est un travail qui est émotionnellement exigeant. Donc, c'est sûr, psychologiquement, émotionnellement, c'est difficile, comme monsieur et madame tout le monde, quand on voit des situations d'enfants qui sont détériorés, qui n'ont pas de réponse à leurs besoins, ça vient nous chercher. Donc, oui, c'est là. Est-ce que la charge de travail, elle est imposante? Oui, elle est imposante aussi, mais on a mis des ressources et des mesures en place dans les 2 dernières années pour venir soutenir les intervenants, donc d'alléger cette tâche-là. Donc, ça va mieux. On réussit maintenant à garder un petit peu plus notre monde. Fait qu'on espère que aussi au niveau de l'attractivité, qu'il y ait les gens qui aient le goût de venir travailler en protection de la jeunesse. Et puis, est-ce que les gens, en général, ont une bonne attitude face à vous? Est-ce que vous pensez que si on veut, le contact que vous avez avec le grand public, est-ce que vous pensez que les gens vous voient de la bonne façon? Bien, je pense que oui, majoritairement. Ce qu'on entend quand il y a des cas extrêmes qui sortent, malheureusement, là, la petite fille de Granby, par exemple, quand il y a des situations extrêmes comme ça qui sortent, c'est sûr que là, on va entendre beaucoup les gens dire « Ah, la protection de la jeunesse ne font pas ce qu'il y a à faire. » Bon, mais majoritairement, les gens, quand ils nous appellent, nous font confiance. On a déjà fait des sondages aussi auprès du personnel, pas du personnel, mais des familles, puis des partenaires. Puis la majorité, à 80-85 %, les gens étaient satisfaits du travail qui avait été fait, puis des mesures qu'on avait prises. Donc, c'est sûr que quand on veut pas la protection de la jeunesse, qu'on a beaucoup de difficultés, des problèmes, puis qu'on veut pas les voir, puis que la direction de la protection de la jeunesse te retire ton enfant, c'est rare qu'on a des bons mots pour nous. Mais c'est pas la majorité, je l'ai dit tantôt, la majorité des enfants sont dans leur milieu familial. C'est ça. Mais en dépit de ce dont on parlait tantôt, tu sais, du côté un peu difficile là, du travail chez vous, il doit y avoir des bons côtés aussi, s'il y en a qui le font, puis vous êtes là depuis un bout de temps, vous pouvez peut-être nous en parler. Oui, j'ai passé 30 ans de ma vie en protection de la jeunesse, donc oui, j'ai été baignée dans cette marmite-là bien jeune et je pense ce qui fait que les gens vont vouloir travailler en protection de la jeunesse, c'est le défi clinique que ça représente parce qu'il y a une certaine complexité de travailler avec des gens qui, au départ, ne veulent pas avoir de service. Donc, ça prend une certaine personnalité, puis c'est très gratifiant au fil du temps de voir comment on a été capable d'accompagner une famille. Par exemple, si temporairement un parent avait des difficultés, qu'il ne voulait rien savoir de nous, qu'on a été capable d'aller chercher un lien de confiance avec lui pour faire en sorte qu'on travaille tous ensemble pour amener son enfant dans son milieu puis qu'on est capable d'y réussir. Pour nous, là, ça fait toutes c'est notre petit bonheur, c'est le même qu'on est payé. Est-ce que ça arrive qu'il y a des jeunes qui vous remercient? Oui. On reçoit des lettres de familles, de parents, de jeunes qui vont nous écrire, j'en reçois moi aussi des fois personnellement comme DPJ. Donc, majoritairement, les gens nous le font sentir. Puis, il y a des jeunes qui vont rappeler aussi leurs intervenants sociaux, des parents aussi qui vont rappeler pour dire « Hey, ça va bien » ou « Je vais être grand-mère » ou bref, l'enfant va bien, merci encore pour tout ce que tu as fait pour moi. Fait que ça, c'est la partie aussi gratifiante. Oui, c'est des choses qu'on ne trouve pas dans tous les métiers. Non, pas du tout. En terminant, j'aimerais savoir de votre part, justement, on parlait de l'attitude des gens tantôt. Pour le bien de nos enfants, vous voyez ça là, évoluer, y a-t-il quelque chose que les gens peuvent faire pour essayer d'aider les jeunes de notre région? Bien, la chose la plus simple qu'on oublie parfois, c'est de prendre le temps, je dirais. Il faut prendre le temps avec nos enfants, il faut prendre le temps de les écouter, il faut prendre le temps de dire ce qu'ils nous disent, même quand ils ne nous parlent pas. Fait que de prendre le temps de les observer. Les parents aussi, tu sais, des fois, la vie va vite, on fait tout notre petit train-train, mais on ne prend pas le temps de regarder notre soeur, des fois, ou notre frère nous lance des petits messages, puis on ne prend pas le temps, mettons, peut-être de dire, peut-être ça te donnerait un break de je prenais ton petit en fin de semaine, ou juste à soir, ou pour souper, ou même nos voisins, des fois, on veut pas se mêler de la vie des autres, mais quand on voit qu'il y a des difficultés particulières, on peut tendre la main à l'autre puis prendre le temps de le faire. OK. Puis je m'amène dans les cas où on voit que c'est un cul-de-sac, là,
pas hésiter, ne pas avoir peur, si on veut, de signaler. De ne pas avoir peur de nous signaler, puis juste rassurer les gens que quand on signale, c'est confidentiel, donc les gens peuvent même ne pas donner leur nom s'ils le souhaitent, mais ce qui est important, c'est d'agir pour les enfants le plus rapidement possible pour qu'on puisse être capable de sortir ce jeune-là le plus vite possible de milieux dans lesquels il vit ou des difficultés dans lesquelles il est. Donc, puis on a tout un secteur d'infoconsultation, peut-être que les gens ne connaissent pas, qui, avant même de signaler, dire « je te donne pas de nom, je te dis pas de quel enfant, mais je suis préoccupée », puis nous, on les guide. OK, on voit une situation, puis on ne sait pas trop quoi faire avec ça, on les appelle, puis on peut en parler avec eux autres. Oui, tout à fait. Ça fait partie de notre travail. Un numéro qu'on trouve sur votre site web aussi, j'imagine? C'est le 1-800-461-9331. Mais oui, sur le site web du centre du CIS, on l'a facilement. Je vous remercie énormément d'être venu. Je suis convaincu que les gens vont trouver ça non seulement intéressant, mais très utile. Merci beaucoup. Donc, voilà, c'était notre émission de cette semaine. On vous attend la semaine prochaine avec une autre émission tout aussi intéressante, espérons-le.